Alors, le 21 février de chaque année, on célèbre la journée mondiale des guides touristiques à travers le monde, bien sûr. On a le plaisir d'accueillir au bout de fil notre invité. C'est notre guide touristique Simon Sayer. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, c'est une journée très spéciale pour les guides touristiques. Qu'est-ce que cette journée donc représente pour vous? Qu'est-ce que vous faites dans cette journée? Et pourquoi, bien sûr, on a fait une journée mondiale spéciale pour les guides touristiques? Oui, alors ça c'est magnifique. C'est qu'on a ce qu'on appelle les journées mondiales. Par exemple, il y a la journée mondiale sans sac plastique, il y a la journée mondiale pour les sportifs, il y a la journée mondiale des guides touristiques. Alors, cette journée-là, elle a été réalisée par la Fédération mondiale des associations de guides touristiques. Et elle a lieu à tous les ans, le 21 février, depuis l'an 1990. Cette journée, elle a pour but de sensibiliser le public au fait que les guides de tourisme sont des ambassadeurs culturels des régions qu'ils représentent. Bien sûr, quand nous parlons de guides, nous parlons des professionnels et non pas des livres. Alors, la Fédération nationale des guides, interprètes et conférenciers, elle s'en occupe de cela. Aujourd'hui, en Égypte, par exemple, on la célèbre, mais c'est une célébration qui n'est pas comme, par exemple, la France ou l'Angleterre. C'est une déclaration de relation entre le guide et l'Égypte. En fait, les guides conférenciers, ils ont un rôle dans cette journée de faire comprendre et partager leur métier à travers ce qu'on appelle les micro-visites décalées et inédites. Et cela, il n'est pas encore organisé, mais on le souhaite pour le futur. Car le tourisme, qui est devenu un des secteurs économiques les plus importants, il est un acteur à part entière de l'économie mondiale. Et de là, il n'en fallait pas plus que l'on institue une journée mondiale, internationale, consacrée aux guides touristiques. Et les anglo-saxons, ils ont fait quand même un grand travail sur ce sujet. Ça s'appelle International Tourist Guide Day, car la profession, elle est méconnue. On sait trop peu que le guide touristique officiel est un véritable professionnel connaissant sur le bout des doigts les monuments qu'il fait visiter et le contexte historique correspondant. À l'occasion de cette journée, de plus en plus de sites organisent des opérations spéciales mettant en valeur les guides et des opérations promotionnelles pour visiter les sites. Il faut en profiter vraiment de cela et qu'il s'effectue en réalisation. Très bien. Alors là, on a parlé de l'Angleterre essentiellement et de la France. En Égypte, quel est l'état justement comment comment on forme les guides touristiques, et il y en a environ combien qui sont formés par an? Là, on a des chiffres, des statistiques concernant la France, qu'il y a à peu près 1200 conférenciers et guides interprètes qui sont fédérés donc par an. En Égypte, est-ce qu'on a des chiffres et quel est le processus de formation? Est-ce qu'on va dans une faculté particulière? Est-ce que ce sont des écoles de formation particulières pour former des guides? Dites-nous justement les coulisses de la formation des guides. Alors, les guides touristiques, ce n'est plus comme avant. Dans le temps, on peut dire c'est un métier qui a démarré d'une façon complètement différente de celle de nos jours. Le début de ce métier, dans les années 60, le guide était comme un ambassadeur de l'Égypte. Et il était formé uniquement dans une faculté, c'est la faculté d'hôtellerie et de tourisme, qui se trouve à côté du centre-ville, sur l'île Manial. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a énormément d'instituts et de facultés pour la formation de guides. Entre
le public et le privé. On trouve les grandes universités égyptiennes, faculté de lettres, qui ont maintenant section formation de guide touristique. Et de là que le nombre sur le marché est non pas seulement convenable, mais au-delà des besoins même du marché. L'intérêt et l'avantage que nous en possède, c'est qu'on forme des guides selon les langues. Vous trouvez ceux qui parlent le chinois, le japonais, toutes les langues rares sont disponibles chez nous en Égypte et en facilité. Et l'État, avec le syndicat, il a fait des programmes de formation hors le pays pour perfectionner la langue. On peut vous envoyer en Chine pendant 2-3 ans pour être professionnel, comme ça, à votre retour, vous représentez l'État avec des gens de haut niveau, qualifiés à la langue et à la culture des autres que nous on reçoit. Le pays maintenant souffre d'une crise due au Covid. De là qu'il y en a pas mal qui ont changé de métier. De là que quand on dit on a au-delà de 20 000 guides, ça c'est un chiffre sur papier qui ne reflète pas la vérité. Car quand on est guide, on garde le métier, soi-disant, mais en même temps, il y en a qui ont fait aujourd'hui professeur. Il y en a qui ont fait des métiers en parallèle, d'une façon à pouvoir vivre la situation du Covid. Par contre, l'État, il donne des aides. Cette année et l'année dernière, il a fait une compensation en moyenne 1000 livres pour les guides qui n'ont pas les moyens. Mais le guide avec 1000 livres sur 12 mois, c'est sûr et certain qu'ils vont en avoir un deuxième métier en tant que compensation d'une façon qu'ils puissent en continuer. Ce métier, à son origine, il faisait ce qu'on appelle le grand tour. Ça veut dire c'était une classe aristocrate qui était professionnelle à l'étude des beautés du passé et les touristes qui avaient souvent besoin de guides. Quand je parle ici du 19e siècle en Égypte, car les premiers guides de l'Égypte, c'était les plus grands archéologues de renommée internationale et qui ont fait ça pour la famille royale et pour les grands invités. Alors, je parle ici dans le sens propre. Alors, on ne veut pas que ce terme, il se perd ou même qu'il soit noyé. Ces guides qui existaient à cette époque, et on doit continuer à en avoir. Alors, aujourd'hui, la belle profession de guide chez nous, c'est le culturel. Le guide culturel, tel que nous le connaissons, qui a fait son apparition depuis les premiers archéologues, les grands de l'Égypte, experts dans les sites aujourd'hui touristiques, ont été pour nous une forme d'exposition universelle. La profession qui a souffert de cette pandémie et de l'énorme chute du tourisme, il faut en faire avec eux, on peut dire, une coopération à continuer l'enseignement et à la formation d'une nouvelle génération pour que ce ne soit pas vraiment une version papier. Alors, on doit faire un rappel pour cela, car on considère nos touristes dans le domaine culturel comme des pèlerins pour nos temples et pour nos monuments. C'est un métier très spécial et on peut dire la gourmandise de l'Occident à notre culture nécessite que nous, on ait une classe de grande connaissance, des guides qui ont une grande connaissance pour qu'ils puissent faire un partage de notre histoire au niveau international et que ce soit l'image parfaite de l'État. Oui, oui. Et là, M. Simon Saïr, j'ai une question parce que j'ai entendu dire que les guides touristiques égyptiens sont parmi les plus professionnels, les plus cultivés, les plus distingués parmi les guides touristiques dans le monde. Vu bien sûr la diversité culturelle en Égypte, l'histoire, la grande histoire de l'Égypte. Alors j'ai entendu dire ça c'était bien sûr un guide touristique qui m'a dit ça. Est-ce que c'est vrai et si c'est vrai, pourquoi donc cette spécialité de guide touristique égyptien? Alors c'est vrai et l'expression utilisée par le guide, c'est une répétition de la parole dite par les touristes. Ça veut dire, lui, il est en train de vous dire ce que tous les touristes la vie des touristes, voilà. Alors, la raison, c'est quoi? C'est que déjà, nous, on a une culture qu'on présente qui fait
l'Égypte pharaonique, l'époque grecque, l'époque romaine et l'époque islamique, plus l'ère moderne. De là qu'on a une connaissance sur ce qui est grec, ce qui est romain, plus ce qui est égyptien. D'un autre côté, vous avez la diversité de l'Égypte, qui fait que le guide qui vous reçoit à l'aéroport et qui finit avec vous à l'aéroport doit connaître tous les musées de l'Égypte, tous les temples de l'Égypte, tous les sites hors piste, incluant les 4x4, les stations balnéaires, l'intérieur des villes. Par exemple, vous allez visiter le centre du Caire, vous allez être dans l'époque du baron Haussmann. C'est complètement français. Vous vous déplacez dans le quartier Abdine, vous retrouvez des bâtiments anglais, il faut bien les expliquer. Vous partez dans des zones comme Hurghada et Sharm el-Sheikh, il doit y avoir une explication pour tout ce qui est plongée, pour les 4x4, pour les bédouins du désert et les voyages qu'ils font et la traversée des bédouins d'un pays à un autre. Quand ils se déplacent vers un côté comme les oasis, il faut connaissance de leur culture, de leur habitation, de leur passé, de tout. Même le mariage des jeunes. Les touristes qui viennent chez nous, ils n'ont pas comme en Europe un guide, par exemple, qui fait l'explication d'un site plus à l'accompagnateur pour le voyage. Ça fait qu'en Europe, le guide serait professionnel dans un musée ou bien dans une ville. Et l'accompagnateur vous accompagne pour l'ensemble. Mais chez nous, le guide, par obligation, et l'État le forme sur cette base pour qu'il y connaisse tout de A à Z. Dès l'accueil à l'aéroport, il va vous faire le Caire, Luxor, Assouan, vous accompagner à Hurghada et faire une tournée peut-être dans les oasis des 4x4. Et les questions des touristes sont très diversifiées. Ils vous demandent des questions sur l'agriculture, l'industrie, les sites, les bateaux, le système politique, l'économie, la famille, le mariage. Et même la nourriture aussi, et il y a les guides touristiques qui ramènent les touristes sur les cafés, les restaurants pour donc savoir plus sur l'alimentation et la nourriture en Égypte, qui est très distinguée. On peut leur donner des cours. Moi, une fois, j'en ai fait une conférence avec le groupe qui ont bien voulu savoir les mets égyptiens, qu'est-ce qu'on mange et comment, les horaires de repas, l'union de la famille autour d'un plat. Les plats que nous on présente, que ce soit les fêtes égyptiennes, la molokhia ou bien le farsi, de tout, ils sont très intéressés à connaître ce détail et à la dégustation. Aujourd'hui, en fait, dans la ville du Caire, on commence à avoir des professionnels qui donnent des cours de cuisine égyptienne et on commence à avoir un fait magnifique, c'est rendre le plat égyptien international. Car quand on prépare un plat pour le goût local, il faut le rendre international. Par exemple, si vous allez le servir pour les étrangers, une modification serait réalisée pour conserver le plat, mais en même temps qu'il soit acceptable pour quelqu'un qui vient d'une autre culture. Comme par exemple, aujourd'hui au Caire, vous avez les plats chinois qui sont servis, qui n'ont rien à voir avec la Chine, mais sont chinois. Alors l'internationalisation des plats est en train de se faire aujourd'hui. Et de là que même la cuisine, comme vous le dites, est importante à être bien présentée. Alors, on le fait un peu une fois dans la semaine, un peu oriental, et on leur fait une explication qu'ils veulent savoir tous les détails et la préparation du pain plat égyptien au revers de la baguette française, jusqu'à la préparation des choux chez nous farcis, qui seraient chez eux servis complètement d'une autre manière, comme la choucroute. C'est sûr. Alors, là, on a parlé des guides professionnels, ceux qui, comme vous, sont guides conférenciers. Vous le savez qu'il y a eu une période de l'histoire de l'Égypte, l'histoire moderne, hein, il y a quelques années, où c'est vrai que être guide touristique, ça apportait beaucoup d'argent. Le tourisme était à son sommet ici en Égypte. Et effectivement, les guides touristiques ou les personnes travaillant dans le domaine du tourisme gagnent bien leur vie.
Ce qui a fait que des personnes qui n'étaient pas professionnelles sont entrées dans ce domaine-là pour s'essayer, pour essayer eux aussi de gagner un peu d'argent. Est-ce que ça n'a pas affecté également votre réputation dans le milieu des guides touristiques? Et comment vous avez réussi à gérer cette crise? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des permissions? Est-ce qu'il y a des restrictions pour faire entrer qui que ce soit dans ce milieu des guides touristiques? Alors oui, il y a un problème ici, c'est qu'il y en a des gradués qui passent tout de suite au métier sans une formation détaillée. Un médecin, par exemple, qui fait l'école de médecine, avant d'être médecin, il lui faut une période de stage assez large dans les hôpitaux avant qu'il ait la licence de travail. Mais le guide touristique en Égypte, il prend la licence directement après qu'il finisse ses études. De là qu'il peut être dans le marché sans faire son stage et gagner le savoir-faire même. Comment faire un dialogue, comment faire une conférence. L'expérience elle-même qui se construit une année après l'autre, oui, elle n'est pas réalisée et ça rapporte des problèmes. Et il y a un rôle aujourd'hui au syndicat des guides que les guides doivent se former avant d'être dans le marché et de faire à tous les ans un rappel pour les guides pour être sûrs qu'ils ont une connaissance de tout ce qui est nouveau sur le marché, comme par exemple les nouvelles découvertes qui s'effectuent dans les sites historiques, comme les travaux de restauration, comme l'ouverture de nouveaux sites. Aujourd'hui, par exemple, avec le nouveau musée du Caire, le GEM, le grand musée, oui. Il doit y avoir des tours qui s'effectuent à l'intérieur, car ce n'est pas possible qu'un guide reçoit un groupe et visite le musée sans être déjà à l'intérieur, formés par les professionnels qui ont réalisé ce musée. Oui. Alors les professionnels du site même, comme par exemple les experts de Saqqara, les inspecteurs, Oui. comme ceux du musée du Caire, eux doivent former les guides. Car le guide n'est pas un archéologue, mais il a une connaissance de l'archéologie. Le formateur du guide doit être à Saqqara un archéologue et doit être au musée du Caire un professionnel et ainsi de suite. Il sera spécialisé dans son domaine et donnera beaucoup plus d'informations et de meilleures informations surtout. Voilà, c'est ce qu'on veut. Que les professionnels les forment. Il ne faut pas faire la confusion entre le métier du guide et le métier de l'archéologue. L'archéologue est un professionnel qui doit aider pour quelqu'un qui a appris les langues, qui a appris la culture et qui arrive à faire avec les gens un peu de tout, entre les repas, l'accommodation, les bus, les explications du site, faire un tour dans les villes et ainsi de suite. Alors oui, on a besoin des archéologues pour améliorer et remonter avec le niveau pour qu'on soit à tous les jours de mieux en mieux et il n'y a pas une fin. Il faut que tout le temps un travail permanent pour remonter avec l'équipe. Oui, bien sûr, le guide touristique doit être cultivé, savoir beaucoup sur l'histoire de l'Égypte, mais concernant donc l'éthique de ce métier-là, quels sont les critères ou l'éthique du métier du guide touristique? Aujourd'hui, qui que ce soit qui va rentrer section guide dans une université serait guide sans aucun critère qu'au bac, qu'il ait un certain pourcentage, comme ceux par exemple qui rentrent pour faire ingénieur ou médecin, plus un pourcentage au bac pour y atteindre la faculté. Et de là que j'ai démarré mon sujet en disant que dans le temps, on avait la faculté de l'université de Helwan, quartier Maniel, et après cela, tout a changé. Pour entrer dans sa faculté dans le temps, il a fallu une entrevue pour être sûr que cette personne, l'État, décide qu'il est capable à travailler avec les étrangers. Mais ce critère est supprimé. Simon Saher, vous êtes guide touristique. Bonne fête à vous en tant que guide touristique et bonne fête à tous les guides. Et on espère que le secteur du tourisme reprendra de plus belle en Égypte dès que possible. Merci à vous et c'est toujours un plaisir de vous recevoir donc sur notre plateau, même si c'est par téléphone. Voilà, une courte pause et on se retrouve tout de suite après.